Donc, je disais que les 3 séances, d'aujourd'hui, et des autres séances qui vont suivre sont consacrées donc à l'art des Provinces-Unies, l'art des Pays-Bas du Nord, que nous envisagerons de façon chronologique et que nous aborderons, en fait, en essayant de mettre en évidence les principaux artistes, les principales œuvres et les principales tendances, iconographiques, formelles, en essayant de dégager en quelque sorte je dirais les constantes qui permettent de comprendre comment a évolué cet art néerlandais, produit donc dans le nord des Pays-Bas, dans les Pays-Bas du Nord, qu'on appelle aussi les 7 provinces, ou les Provinces-Unies, qui, on l'a vu lors du précédent cours, se sont détachées, hein, ont pris leur émancipation, leur indépendance vis-à-vis des Pays-Bas méridionaux, qui étaient alors sous l'autorité des Habsbourg à la fin du XVIe siècle. Et on va donc examiner les principales caractéristiques proprement artistiques de ce siècle d'or, en examinant d'abord, dans les 3 épisodes de ce chapitre 19, les premières décennies du XVIIe siècle. Je vais commencer par évoquer une première ville qu'on peut considérer pratiquement comme la capitale artistique des Provinces-Unies durant ces premières décennies. C'est vraiment une ville extrêmement importante dans la vie artistique des Provinces-Unies du début du XVIIe siècle, qui est la ville d'Utrecht. Vous voyez ici, j'ai fait un petit zoom sur cette carte, les Provinces-Unies étant en orange, donc vous avez la ville d'Utrecht qui est vraiment au cœur du territoire néerlandais, puis vous repérez d'autres villes sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, Rotterdam, ici, Delft, La Haye, Leiden, Haarlem et Amsterdam. Ce sont dans ce petit périmètre, un tout petit périmètre, vous avez l'essentiel des villes importantes dont on reparlera au cours de ces 3 séances. Alors je disais que Utrecht est une ville importante, c'est un centre artistique très important depuis la fin du Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, au début de la période moderne, c'est un centre essentiellement de sculpture et d'enluminure. C'est aussi un centre religieux, puisque Utrecht demeure un archevêché, donc lié à l'Église de Rome, lié à l'Église catholique, y compris lorsque les Provinces-Unies vont prendre leur indépendance et vont n'accepter officiellement que l'Église réformée. Donc c'est aussi un espace où vous avez de nombreux artistes catholiques dans un pays qui est officiellement calviniste. Et c'est un élément qui va permettre de comprendre la trajectoire spécifique de certains de ces artistes qui, plus que leurs confrères néerlandais durant cette période, vont avoir une tendance à regarder du côté du sud de l'Europe et en particulier du côté de l'Italie, puisqu'ils étaient associés confessionnellement, catholiques pour une majorité d'entre eux, et ils vont souvent avoir tendance aussi à voyager, à partir, à séjourner à Rome ou dans d'autres villes italiennes, et donc à s'inspirer des modèles italiens qu'ils vont pouvoir étudier là-bas. Troisième caractéristique importante, donc centre artistique, centre religieux, c'est aussi un centre où se développe, je dirais, où se finalise en quelque sorte, des formulations de la belle manière. C'est un espace où la belle manière, qu'on a étudiée en Italie, qu'on a étudiée en Europe, qu'on a étudiée dans le Saint-Empire, cette belle manière va aussi évidemment se matérialiser dans la pratique artistique des Pays-Bas du Nord. Et c'est surtout à Utrecht que cette belle manière va trouver des échos importants. Premier artiste que j'aimerais évoquer ici, c'est le peintre Joachim Heutewaal. Heutewaal, c'est comme cela qu'on prononce son nom. Hein. Vous voyez W-T-E-W-A-E-L, ça se prononce Heutewaal. Alors, lui, c'est un cas un peu particulier, puisque c'est un peintre qui est né à Utrecht, mais dans une famille probablement calviniste. Ce qui ne l'empêchera pas de faire toute sa carrière dans sa ville, mais aussi de séjourner en Italie entre 1586 et 1588, et également en France entre 1588 et 1590. C'est un peintre qui s'est principalement spécialisé dans des œuvres bibliques et mythologiques, qui sont vraiment tributaires, on le voit immédiatement dans ce tableau représentant la résurrection de Lazare, qui sont tributaires des solutions formelles d'artistes comme Bartholomeus Spranger, de Hendrik Holsius, de Cornelis van Haarlem, qui sont des artistes qu'on a déjà rencontrés de la fin du XVIe siècle, des peintres, des graveurs, et qui ont un succès absolument considérable dans l'ensemble des Provinces-Unies, et qui sont des modèles pour les artistes de la génération que je vais évoquer aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques formelles de l'art de Heutewaal? Vous le voyez, c'est d'abord l'exagération des proportions, proportions très étirées, avec des corps musculeux, mais souvent avec des attitudes contournées, expressives, avec des lignes serpentines qui structurent leur corps. On retrouve là des caractéristiques que l'on avait également pour l'art
de la belle manière en Italie, par exemple. Vous voyez comment même les mains font l'objet de contrastes assez saisissants. On recherche véritablement la dynamisation des formes, on recherche une action de ces formes, on recherche des corps qui paraissent toujours en mouvement. Euh, Autre caractéristique, une géométrisation de la composition, où souvent vous avez une scène centrale qui est encadrée par une ou deux figures, ici vous le voyez à gauche et à droite, qui fonctionnent à la fois comme des figures repoussoires, qui vont donc créer un premier plan derrière lequel se développe la scène et l'action représentée, mais aussi des figures qui vont redoubler le bord et le cadre de la composition, et donc faciliter la perception de l'œuvre et sa lisibilité. Autre caractéristique, une composition essentiellement expressive de la couleur. On n'est pas ici dans un vocabulaire coloriste, il n'y a pas la volonté d'unifier, d'homogénéiser, de simplifier ou de réduire la gamme chromatique. On est au contraire dans une peinture qui cherche à varier, à diversifier les couleurs pour accentuer encore une fois cet effet de vie, cet effet d'action et cette forme de complication, de complexité de la composition graphique ou chromatique. Autre caractéristique encore, c'est la touche méticuleuse, fine, précise, qui entre dans les détails des matières, qui entre dans les détails des corps, je pense notamment aux musculatures extrêmement développées, sur le modèle là aussi des artistes de la belle manière et sur un modèle qui est aussi celui de Michel-Ange. Et puis dernier aspect qui est intéressant, qui est important pour comprendre la peinture de ces artistes utrechtois, de ces artistes d'Utrecht, et qui peut-être les différencie des modèles que je viens d'évoquer, de Spranger, de Holzius, de Van Haarlem, c'est le paysage. Ce sont des artistes qui s'intéressent aussi au paysage, qui s'intéressent à l'imitation de la nature. En cela, ils sont des artistes qui sont un peu différents des artistes de la belle manière qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. On a souvent dit que ces artistes de la bella maniera étaient des artistes qui ne s'intéressaient pas tellement à l'étude directe de la nature, mais qui idéalisaient les formes, qui cherchaient vraiment à faire que ces formes se, correspondent à une sorte d'idéal de beauté presque artificiel, volontairement artificiel. C'est le cas des corps qui sont représentés par Heuteval, mais en revanche, ces artistes à Utrecht s'intéressent aussi au paysage et on a souvent des arrière-plans assez développés où on voit des architectures qui empruntent en partie aux ordres de l'architecture antique, mais on voit aussi des architectures de ruines, des plantes, des arbres qui vont aussi égayer la composition et qui vont aussi permettre à ces artistes finalement de modérer le caractère excessivement artificiel que l'on peut trouver dans certaines des compositions des artistes de la belle manière. Donc c'est une belle manière qui est en quelque sorte revue et corrigée avec un intérêt plus fort pour l'étude de la nature, ce qui va d'ailleurs expliquer que ces artistes vont compter, y compris pour des artistes de la génération qui suit, qui, eux, s'intéressent davantage à cette problématique de l'imitation de la nature et se détachent progressivement des modèles de la même manière. Donc il y a quelque chose dans cette belle manière utrechtoise qui est plus compatible finalement avec cet intérêt que les peintres néerlandais, depuis le XVe siècle, on l'a vu, hein, ont développé pour l'étude directe de la nature. Deuxième artiste qui me paraît intéressant d'étudier ici, de souligner, qui est aussi un artiste important de cette ville d'Utrecht, qui est Hendrik ter Brucken. Si je vous montre cette crucifixion avec la Vierge et Saint Jean peinte entre 1624 et 1625. Alors ter Brucken n'est pas né à Utrecht, il est né dans la ville de Laek, je vous ai montré tout à l'heure, en 1588, et il a une carrière assez brève puisqu'il meurt en 1629 à Utrecht. Il est aussi protestant par sa famille, mais on sait qu'il a essentiellement travaillé pour des milieux catholiques, et c'est normal, puisque comme je vous l'ai dit, Utrecht est une ville qui est majoritairement catholique. Petite incise, on voit bien qu'il ne faut pas considérer qu'un peintre, parce qu'il est de telle ou telle confession, va peindre des tableaux qui sont inscrits dans l'iconographie de cette confession. Il faut sortir de cette idée selon laquelle si on est catholique, on va peindre les tableaux d'une certaine manière, et si on est protestant, on va peindre les tableaux d'une autre manière. Les artistes, ils travaillent pour des commanditaires, et leur rôle, c'est de se fonder, de se conformer à la confession des personnes pour lesquelles ils travaillent. Et dans les Provinces-Unies, qui est un pays extrêmement multiconfessionnel, multiculturel, hein, où il y a à peu près, en 1650, on sait qu'il y a à peu près un tiers de la population qui est de confession réformée, il y a aussi un tiers qui est catholique, donc il ne faut pas imaginer que les Provinces-Unies, parce qu'elles ne reconnaissent officiellement que l'Église réformée, calviniste, n'est composée que d'artistes ou de personnes calvinistes. Il y a quand même un tiers encore en 1650 de catholiques, puis le dernier tiers de la population, il est composé d'autres sectes protestantes, des luthériens, des anabaptistes, des ménonites, des juifs, des musulmans. Donc on a une population extrêmement diverse du point de vue des confessions, et donc les artistes, ils sont amenés, ils sont encouragés évidemment à s'adapter aux goûts, mais aussi aux confessions
des commanditaires pour lesquels il travaille. Terbruchen reçoit d'abord une première formation à La Haye, probablement une formation classique, c'est une formation d'humanité, donc c'est un peintre qui a une certaine culture, une certaine éducation. Et puis il va entrer dans l'atelier d'un peintre dont je vais reparler, dont j'ai déjà parlé, qui est Abraham Blumhardt. C'est un chef de file, pour ainsi dire, de cette peinture d'Utrecht, parce qu'il est un peu plus ancien, un peu plus âgé que les autres. Et dans son atelier vont se former parmi les plus importants artistes, les plus importants peintres d'Utrecht de la première génération du XVIIe siècle. On sait qu'il entre, Terburgen, dans l'atelier de Blumhardt, qu'on a déjà rencontré dans un précédent cours, autour de 1602. À la différence de Blumhardt, qui n'est pas allé à Rome, Terburgen, lui, va partir pour l'Italie, où il va séjourner assez longuement, entre 1605 et 1614. C'est d'ailleurs intéressant de constater que beaucoup des élèves, on compte aujourd'hui à peu près une trentaine, on a identifié à peu près une trentaine d'élèves de Blumhardt dans son atelier, beaucoup de ces élèves, la majorité de ces élèves va partir en Italie. Ce qui laisse supposer peut-être que Blumhardt a fait passer le message auprès de son atelier, auprès de ses apprentis, en leur disant « il faut aller en Italie pour pouvoir compléter votre formation ». Et c'est ce que fait Terburgen. Et Terburgen, à partir de 1606, donc il arrive à Rome vers 1605, il va finalement fabriquer une sorte de carrière italienne, de carrière romaine. Il va se lier d'amitié avec Rubens, qui va lui faire découvrir les tableaux du Caravage, qui étaient accessibles au public, notamment dans les églises. Et ça, le modèle du Caravage va être vraiment très très important. Et on considère que Terburgen, c'est le premier peintre néerlandais important du XVIIe siècle à avoir séjourné à Rome, mais aussi à avoir intégré certains aspects de l'art du Caravage. Moi, je me méfierais, comme vous le savez, de la notion de caravagisme, car c'est une notion dans laquelle on met un peu tout et n'importe quoi. Mais il me semble que pour Terburgen, cette notion est vraiment pertinente, dans la mesure où on peut voir de façon assez claire les emprunts, hein, les inspirations qu'il va tirer de son étude directe, hein, de première main, des œuvres du Caravage. Je vous montre par exemple cette vocation de Saint Matthieu, peinte vers 1620, où l'on voit bien comment il va utiliser la composition de Saint Louis des Français, Christ, Saint-Pierre, avec la vocation de Saint Matthieu, qui est ici. Donc dans une composition d'auberge, on retrouve des éléments en commun, cette figure qui se retourne, qui est ici, la figure de Saint Matthieu qui compte les pièces, qui est là, la figure du Christ qui tend son index, qui désigne Saint Matthieu, c'est le thème de la vocation, et Saint-Pierre qui est derrière. Donc on retrouve vraiment des éléments qui sont directement inspirés du Caravage. Donc dans ce cadre-là, effectivement, c'est un élément important. Terburgen s'intéresse à cette manière du Caravage, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il la relie à l'aune de ce qui l'intéresse. C'est-à-dire que, par exemple, le clair-obscur n'est pas aussi puissant, n'est pas aussi contrasté que chez le Caravage. Il n'y a pas cet intérêt pour une lumière extrêmement puissante, presque artificielle, avec des raies de lumière qui vont opposer très violemment les parties claires et les parties sombres de la composition. On a un coloris beaucoup plus unitaire. Et puis, ce qui intéresse aussi Terburgen, c'est au fond un intérêt pour l'étude ou plutôt le traitement du sujet comme s'il s'agissait d'une scène de la vie quotidienne. C'est-à-dire que si on coupait le tableau de Terburgen, si on enlevait les figures du Christ et de Saint-Pierre, on aurait presque une scène qui pourrait être une scène de vie quotidienne, de collecteur d'impôts, même si certains éléments, comme le turban porté ici par l'un des personnages, orientalisent et inscrivent la scène dans un entre-deux historique qui évoque à la fois le début du XVIIe siècle par certains costumes, mais aussi un aspect plus antiquisant. Mais ce qui est intéressant de voir tout de même, c'est comment le Caravage va servir de modèle, va nourrir la grammaire et le vocabulaire de Terburgen. Et Terburgen va ensuite essaimer, va être un modèle pour d'autres artistes néerlandais au XVIIe siècle, qui vont donc, à travers lui, comprendre et analyser les œuvres du Caravage sans forcément en avoir vu réellement. C'est un élément qui est très important, c'est que le Caravage est un artiste qui très rapidement va être oublié des peintres néerlandais, mais reste présent à travers ses premiers imitateurs néerlandais. Autre artiste, oui, je reviens simplement sur cette crucifixion pour souligner à la fois l'intérêt que dans cette composition, l'intérêt qu'on peut trouver toujours à cet art du Caravage, notamment dans le traitement des ombres portées du corps du Christ, où là il y a vraiment quand même des effets de clair-obscur assez marqués, moins marqués pour les figures de la Vierge et de Saint Jean qui le flanquent de part et d'autre de la croix. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est d'une part, on voit que les modèles de la belle manière demeurent présents, notamment dans le traitement des corps. Vous voyez, c'est ce jeu, ce travail des drapés très complexe avec des effets de plis torsadés, le travail sur les mains, les proportions assez allongées,
On retrouve cela évidemment dans le corps du Christ, très pathétique, très tendu, presque maigre, hein, qui crée là aussi une sorte de ligne serpentine sur la croix. Donc avec un modèle qui est vraiment proche de la belle manière et en même temps avec des effets de réel, un travail sur les ombres portées, un travail sur les clairs-obscurs qui nous renvoie plutôt au Caravage. Donc il y a une recherche de synthèse ou d'équilibre entre les modèles de la belle manière et les modèles naturalistes, si on peut utiliser cette expression du Caravage. Ce caractère, cet intérêt pour l'étude de la nature, on le retrouve aussi dans l'arrière-plan, puisque vous le voyez, le peintre a choisi de mettre des étoiles dans le ciel, et donc c'est une manière aussi pour lui d'ancrer la scène, même si elle a un caractère artificiel, même si elle a un caractère un peu didactique, si l'on veut, de l'ancrer dans une forme de réalité pour accroître le sentiment du spectateur qu'il se trouve en face véritablement du corps du Christ sacrifié sur la croix. Un artiste qu'on a déjà rencontré, mais dont on va parler un tout petit peu plus aujourd'hui, qui est lui aussi un élève d'Abraham Blumhardt, donc un collègue de Terboven dans son atelier, qui est Gerrit von Honthorst, qui a peint notamment vers 1622 cette belle adoration des bergers. Alors von Honthorst, il est né à Utrecht en 1592, il est mort dans cette même ville en 1656, donc il a une carrière plus longue, hein, que celle de son collègue et ami Terboven. Lui, il est d'une famille catholique, il est même d'une famille assez riche, hein, puisque dans sa famille, on trouve de nombreux marchands de textiles et des tapissiers. Donc, il est né vraiment dans une famille avec des revenus assez aisés. Et il va commencer sa formation avant d'entrer dans un second temps dans l'atelier de Blumhardt durant la première décennie du XVIIe siècle. Puis ensuite, comme vous le savez, il va s'installer à Rome entre 1610 et 1615. Donc, très peu de temps, enfin, il arrive juste avant la mort de Caravage, puis il va travailler essentiellement après sa mort, au moment où déjà s'ajoutent au modèle du Caravage d'autres modèles qu'on a évoqués, Ribera, Manfredi, qui sont des artistes qui vont déjà relire l'art du Caravage. Et donc, Hunter, c'est déjà un tout petit peu plus loin de l'art du Caravage que son collègue Terboven. Et puis, il est loin aussi parce que, comme on l'a dit, il va se spécialiser dans certains types de scènes qui sont ces scènes peintes avec une lumière artificielle. Hein. Ce sont des scènes à la bougie ou à la lanterne, des nocturnes, dont il va être le plus grand spécialiste européen de cette période, et où il va intégrer des éléments inspirés du Caravage, mais aussi inspirés de Adam Elsheimer, qu'on a aussi déjà rencontré, et encore d'autres œuvres vénitiennes comme celle du Tintoret ou de Titien. Mais donc, il n'est pas véritablement un caravagesque au sens où il va fabriquer un certain type de tableau que le Caravage ne peint pas. Hein. Les lumières artificielles, les torches, etc., ce n'est pas quelque chose que le Caravage peint généralement. Il y a quelques tableaux qui en représentent, mais ce n'est pas sa spécialité. Honthorst, lui, va devenir un spécialiste de cela. Et d'ailleurs, il va recevoir le surnom de Gerardo de la Notte, Gérard de la nuit, Gérard des nuits. C'est un peintre qui est associé, qui est assimilé à ce travail, à cette représentation de scènes nocturnes. On l'apparente aussi, il y a un deuxième aspect sur lequel insistent beaucoup les spectateurs du XVIIe siècle, c'est aussi cet intérêt qu'il a pour des expressivités très fortes, des figures très expressives. Et un médecin et savant italien, Giulio Mancini, va dire de ses œuvres qu'il s'agit de cena di buffonari, des repas de bouffons, pour évoquer que dans ces tableaux, on retrouve très souvent des figures qui semblent étudiées d'après nature et qui sont souvent très expressives, avec des visages souvent animés par des sourires très francs, avec des bouches ouvertes, dont on voit souvent les dents. Donc avec un caractère presque caricatural, et qui est aussi un élément central dans ses œuvres, hein, et qui va donc caractériser son art. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que l'art de Van Honthorst va ensuite se poursuivre pendant quelques années dans cette veine, lorsqu'il va revenir à Utrecht après son séjour à Rome. Mais progressivement, Van Honthorst va se détacher de ce modèle du Caravage, des œuvres de Ribera, des œuvres de Manfredi, pour adopter une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus léchée, avec beaucoup moins d'effets de clair-obscur. Il va abandonner pratiquement les effets de la lumière artificielle à partir des années 1620-1625 pour finalement aboutir à quelque chose, à un art beaucoup plus, je dirais, comment dire, beaucoup moins marqué par ces modèles romains que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Il deviendra d'ailleurs, durant cette période, vraiment un artiste extrêmement respecté dans les Pays-Bas, mais aussi dans le reste de l'Europe. On sait qu'à l'été 1627, son atelier sera visité par Rubens lors d'un voyage
que le peintre flamand avait fait dans les Pays-Bas du Nord. Il va travailler également la cour de Londres. Ici, je vous montre un portrait qu'il réalise lors de son séjour à Londres du roi d'Angleterre, Charles Ier. Souvenez-vous de Charles Ier à la chasse, peint par Van Dyck. C'est le même monarque, mais vu, vous le voyez, sous un autre angle, avec une technique tout à fait différente, avec une touche beaucoup moins visible que chez Van Dyck, un intérêt moins fort pour l'effet naturel. Quoique, vous le voyez, ici, Charles Ier est représenté en train de lire une lettre, donc il y a quand même cette volonté de narrativiser le portrait, de créer un portrait un peu en action, et c'est un élément dont on va reparler également dans ce cours, puisque cette idée du portrait narratif, c'est aussi quelque chose de très important dans le développement du portrait dans les Provinces-Unies au XVIIe siècle. Et puis, il va aussi s'intéresser dans ses œuvres plus tardives, donc un peu moins marquées par les modèles du Caravage que les premières œuvres de lumière artificielle. Il va également s'intéresser à des enjeux de perspective, des enjeux d'espace, de mise en espace. On le voit notamment dans ce tableau qui a orné sa maison, et qui est un tableau qui en fait devait être placé très en hauteur dans un mur pour créer auprès du spectateur le sentiment d'une sorte de scène en trompe-l'œil où des figures de musiciennes accompagnées de deux poutis semblent jouer un concert en regardant le spectateur d'en haut, assise sur une sorte de rambarde ou de rebord. Donc il y a aussi cet intérêt de Honthorst, qui d'ailleurs n'est pas éloigné de ce qu'on a pu trouver en Italie. Je pense par exemple au décor de Mantegna, du Corrège d'Annibal Carràche, ces décors vus di sotto in su, vus de bas en haut en quelque sorte. Il y a cet intérêt aussi pour la construction d'un espace fictif, d'un espace illusionniste, d'un espace en perspective, où vous le voyez, il abandonne presque complètement le clair-obscur très marqué du Caravage pour privilégier des modelés progressifs, des contours avec des transitions douces entre les ombres et les lumières, et toujours cet intérêt de Honthorst pour des scènes souvent joyeuses, divertissantes, ludiques, qui suscitent auprès du spectateur une forme de gaieté et de joie. C'est aussi un aspect qui me paraît intéressant de souligner. Et ça ne veut pas dire qu'il abandonne de façon totale ce travail de la lumière artificielle. Je vous en donne un exemple dans cette entremetteuse, peinte en 1625, qui relève vraiment de cette scena di buffonarie évoquée par Mancini tout à l'heure, avec cette représentation d'une scène qui met en évidence, qui représente donc une scène durant laquelle vous avez une entremetteuse qui présente à un client une prostituée qui s'est interrompue pendant un concert. Et c'est une scène qu'on va retrouver énormément dans la gravure et dans la peinture nordique dès le XVIe siècle, et dont Van Honthorst va réaliser toute une série de répliques, de variations. Même si ce qu'il fait dans les Pays-Bas est souvent un peu moins, je dirais, vulgaire ou naturaliste, ce qu'il fera en Italie, puisque ce type de scène, il en peint déjà en Italie, notamment à Florence. Et il y a dans cette œuvre toujours cet intérêt d'une construction de l'espace minimal grâce à la lumière artificielle, qui est placée à l'arrière-plan, derrière la figure masculine, cette bougie qui va en quelque sorte permettre de créer les figures en contre-jour qui sont au premier plan et la figure de la prostituée à l'arrière-plan qui est vue en pleine lumière. Je parlais de Blumhardt. Alors Blumhardt, on a déjà évoqué, il va poursuivre sa carrière jusqu'en 1651, jusqu'à sa mort, donc une très longue carrière de presque 90 années, durant laquelle il va lui aussi s'imposer comme un peintre majeur de la première moitié du XVIIe siècle dans les Provinces-Unies. C'est un des principaux artistes auxquels fait appel la communauté catholique d'Utrecht, mais également d'autres villes, notamment à La Haye, où il va produire de nombreuses œuvres. Et c'est vraiment, pourrait-on dire, le représentant de la dernière phase de la belle manière néerlandaise, avec, vous le voyez, toujours cet intérêt pour une composition complexe, pour une densité de figures importante, toujours cette construction d'une géométrisation de la composition, avec un intérêt pour une grande variété de détails, une manière très léchée, etc. Mais chez Blumhardt, comme chez Terbruggen qu'on a vu tout à l'heure, comme chez Heuteval, il y a aussi cet intérêt pour l'étude de la nature, et qui, chez lui, se matérialise à la fois par un intérêt pour le paysage, mais aussi un intérêt pour les matières. Je pense notamment au rendu des matières et des textures des vêtements, qui est vraiment travaillé de façon presque illusionniste, avec un intérêt qui, cette fois-ci, repose sur une étude directe de la nature. Et donc, on a cette volonté à la fois de rester fidèle au modèle de la belle manière, de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, et en même temps de les faire évoluer vers plus de naturel, plus de rapport, une volonté de simplifier un tout petit peu ces compositions. Et donc d'aller vers des compositions plus claires, où malgré le grand nombre et la variété des figures, on a un sujet principal qui est bien mis en valeur. On a également une invention habile qui repose pas tellement sur des références érudites,
comme chez les peintres en Italie ou à Fontainebleau, mais sur un langage proprement visuel. Et puis, comme je viens de le dire, un intérêt personnel pour les effets de naturel, les effets de réel, qu'il introduit dans ses œuvres afin d'atténuer l'artificialité et donc de renforcer de ce fait un rapport intime, un rapport spontané avec le spectateur. Donc on voit bien que Utrecht, c'est une sorte de plaque tournante. C'est une ville dans laquelle on voit comment se poursuit et s'achève une tradition européenne qui est celle de la peinture de la belle manière, et où en même temps ce modèle de la belle manière se transforme progressivement en allant vers un goût et un intérêt de plus en plus fort pour l'imitation de la nature. Et cette imitation de la nature, elle prend une autre ampleur chez d'autres peintres contemporains, actifs dans d'autres villes, et ce sera le sujet de la deuxième partie de ce chapitre.